Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast de Denis Boucher, mon ami Denis. Écoute, aujourd'hui, cher auditeur, je trouve ça fascinant parce que c'est moi qui va interviewer l'intervieweur, ce monsieur qu'on connaît si bien pour son vocabulaire et sa façon de s'exprimer qui est assez quand même humoristique. Je disais juste avant l'entrevue à Denis, cher Denis, mon cher Denis, on ne te connaît pas si bien que ça finalement. On te connaît pour ce que tu fais dans le moment, mais qui es-tu et d'où viens-tu? Et c'est de là le but de cette émission d'aujourd'hui, c'est plutôt de savoir et découvrir qui est Denis Boucher. Fait qu'en premier, Denis, moi je veux savoir, c'est quoi Denis Boucher et où il vient? Parce que là, dans le moment, on le connaît pour ce qu'il fait dans le moment. Mais moi, je veux savoir ton passé. J'ai eu quelques petites brides parce que je suis allé fouiner. Mais il faut Ouais. fouiner vraiment pour savoir qui est Denis. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton passé. T'es venu au Mondou, t'es atterri comment dans le milieu, puis juste me parler du début de carrière de Denis. Ouais. Ben écoute, tu me demandes ça, puis je vais revenir à ma tendre jeunesse, euh, où mon père me disait quand j'étais jeune, et je me souviens de ça, que j'acceptais pas d'être deuxième. J'allais toujours faire jeune, même à l'élémentaire, tout pour être le premier dans tout ce que j'allais entreprendre. Et mon père me dit, ça aurait pu être un défaut de caractère, mais je t'ai laissé faire. Je t'ai laissé aller pour vraiment que tu puisses faire ce que tu avais envie de faire, faire tes erreurs, puis essayer, puis échouer si nécessaire. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je sais que très jeune, j'avais un caractère, le mot est pas bouillant, mais tu sais, assez volontaire, puis avec un peu cette rage de gagner là tout le temps, là, qui était présente très, très, très jeune. Je me souviens aussi, j'étais un gars qui détestait avoir peur. Alors, je m'étais dit, si quelqu'un me fait peur dans la cour d'école, je vais aller me battre avec. Ah, Donc, moi, on a quelque chose en commun. ouais, ben, mais tu vois, puis ça, je sais qu'il y a un nom, c'est une il y a un nom, excuse-moi, Jacques, je suis disparu, je vais relancer l'écran. Il y a une pathologie à ça, là, que tu affrontes. Je ne sais pas le nom du problème, mais tu sais, ça a été comme ça que moi, j'ai commencé à affronter mes peurs. Je m'étais dit, très jeune, au lieu de me sauver, je vais foncer dedans, puis je vais avancer, puis ça donnera ce que ça donnera. J'ai joué au hockey jeune jusqu'à l'âge de 14 ans, 13, ouais, 12, 13 ans, où j'étais très bon, encore une fois. Puis un jour arrive où je suis un peu dodu à cette époque-là. J'avais lâché le hockey, puis j'étais rendu bedonnant. Puis mon père m'avait dit, ben là, Denis, tu fais rien que manger. Il faudra peut-être que tu fasses quelque chose. Un jour, je reçois le téléphone à la maison et je demeure à Beauport, puis j'étudie à l'école Monseigneur Robert dans ma jeunesse. Puis mon chum à l'époque, j'ai 14 ans. Il me dit, hey Denis, il dit, il y a des cours de karaté qui commencent à l'école Monseigneur Robert, veux-tu y aller? Fait que mon père, il est au bout de la table, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cours de karaté à l'école Monseigneur Robert. C'est Bertrand qui me demande si je veux y aller. Mon père, il dit, vas-y, je vais te le payer. Je m'en vais au cours à l'école Monseigneur Robert. Le premier cours, la piqûre. Fait à partir de 14 ans, je me suis entraîné au karaté jusqu'à l'âge de 18 ans où j'ai passé ma ceinture noire. J'ai commencé à donner des cours de karaté à l'âge de 16 ans, donc à ma ceinture bleue. À 18 ans, je passais à ma ceinture noire. Moi, j'étais dans le style Yosekan à l'époque. Euh, Quand j'ai passé ma ceinture noire, j'ai dit, je vais ouvrir mon école de karaté. Et là, nous autres, c'était des secteurs. Puis le seul secteur qui restait, c'était l'île d'Orléans. Fait que moi, quand je dis à mon prof, ben, je vais aller ouvrir mon école à l'île d'Orléans, il me dit, ben, non, ça marchera pas, il n'y a pas de monde à l'île d'Orléans, blablabla, blablabla. Tout le monde me disait que ça marcherait pas. Bon, moi, je me dis, ben, regarde, au pire, je vais essayer de prendre le moins de risques possible. Fait que je m'en vais au comité de loisirs de Saint-Pierre à l'île d'Orléans. Je rencontre un monsieur qui s'appelle René Gagnon, dont je me souviens très bien. Je dis, Monsieur Gagnon, je voudrais ouvrir une école de karaté. Y a-tu moyen que je loue le gymnase de l'école à Saint-Pierre et que je commence des cours de karaté? Et si ça marche pas, je suis obligé de payer de quoi?
Fait qu'il dit, non, à un moment donné, il dit, on va essayer ça, commence ça, puis il dit, on verra. Donc, les cours vont commencer. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je passe dans toutes les paroisses, je m'en vais voir les curés, parce que tu comprends, il n'y a pas d'Internet à l'époque, là. On est en 1984. Le feuillet paroissial était le meilleur moyen de communication à l'île d'Orléans. C'est ça. Fait que j'ai dit, pourriez-vous faire une petite annonce que je donne des cours de karaté? Mais moi, je sous-estime aussi le fait qu'on est à l'époque du film Karate Kid, qui connaît un succès planétaire. Et moi, je m'attends, le premier soir de mes cours de karaté, qu'il n'y ait pas un chat. Moi, c'était, bon, je vais aller voir. Non, mais c'est pas un chat, là. C'est que c'est la file d'attente, là. Aux inscriptions, le premier soir, c'est la file d'attente. Fait que je donne des cours, je rouvre des cours de karaté pour enfants, je rouvre des cours de karaté pour adultes, je rouvre des cours de karaté, je rouvre des cours de conditionnement physique général pour hommes et femmes, et je rouvre un cours d'autodéfense. Les 4 cours sont pleins. Plein, parce qu'il n'y a pas d'autre chose non plus à l'île d'Orléans. Ce qui fait que j'ai évolué là-dedans, tu vois, 18 ans jusqu'à 24 ans, où c'est mes élèves qui ont repris l'école. Après ça, j'ai volé de mes propres ailes un peu. Tu sais, je donnais des conférences, puis j'avais une petite business qui roulait coup-ci, coup-ça. Tu m'arrêtes quand tu veux, hein, si je parle trop. Non, vas-y. Puis arrive un jour. OK. Puis un jour arrive cette étrange affaire. Faut que je revienne aussi je reviens au cours de karaté. Tous mes chums qui sont embarqués dans les cours de karaté, tu comprends que j'ai encore ma mentalité que je vais être le premier, hein? Ouais. Donc, tous mes chums qui rentrent dans les cours de karaté que j'invite, puis Bertrand, qui était le premier qui m'avait invité, ils ont tous lâché. Puis moi, j'ai dit, peu importe le talent, j'avais compris à 14 ans que peu importe le talent que tu as, c'est pas le talent, c'est la persévérance. Ouais. Et si tu es discipliné et que tu persévères et que tu continues, malgré que tu rencontres des difficultés, tes difficultés vont disparaître à un moment donné parce que tu vas être rendu supérieur à tes difficultés. Et ça, je l'avais compris jeune. Et ça me servi parce que tous mes chums qui sont rentrés ont tous disparu des cours de karaté, là. Je suis un des seuls qui a resté. Ce qui fait que tu vois, 24 ans à 28 ans, je travaille à mon compte, des petits jobs ici, des petits contrats de conférence, des petites choses comme ça. À 18 ans, je suis allé aussi à l'université faire mon bac en sciences de l'activité physique parce que je tripe sur l'entraînement, tu comprends? Je donne 22 heures de cours de karaté par semaine, des fois 25, tous les cours que je donne. Plus, je m'entraîne à part ça personnellement dans un gym. Plus, je tripe là-dessus. Alors, je m'en vais en sciences d'activité physique à l'université et je sors de là à quoi? 22 ans avec mon baccalauréat. Puis, je continue mon école jusqu'à 24 ans. À 24 à 28, là, je fais mes petites conférences sur l'exercice, l'activité physique, la promotion de santé en milieu de travail, ces affaires-là. Puis, ça roule pas à mon goût. Puis arrive à 28 ans, mon chum qui arrive, qui me dit, « Hey, Denis, je fais des parenthèses, là. » Ouais. Écoute, c'est parce que mon premier livre, j'ai publié avec un de mes collègues qui s'appelle Christian Doyon à l'âge de 28 ans. À l'âge de 90, 24 ans. C'est qu'entre ça, on part une business, mon chum, donc Christian Doyon et moi à l'époque, qui est l'art de chercher un emploi. Tu comprends qu'aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Là. Il y a des emplois partout. OK? Et on est engagé par le Cégep de Limoilou pour aller donner la formation aux gens là, de l'école, là, qui sont là, les étudiants qui veulent apprendre à chercher un emploi, comment passer une entrevue, comment répondre aux questions, comment se présenter. C'est la base. Tout d'un coup, mon chum Christian dit, « Hey, Denis, il dit, si tu dirais qu'on monte notre cours et on publie un livre avec ça? » Ben, ouais, bonne idée. Fait qu'on montre la structure du livre. Mais tu comprends qu'à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur. On écrit tout à la main. C'est écrit à la main. On écrit à la main. On envoie ça à une secrétaire qui tape ça à la dactylo. Finalement, mon chum Christian, lui, il se met sur le téléphone puis il se met à appeler des maisons d'édition. Non, on n'est pas intéressé. 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 Jusqu'à temps qu'il tombe sur une petite madame qui s'appelle Martine Selva, qui est une Française qui vient au Québec. Oui, on est très intéressé par votre livre. Envoyez-nous-le, on va le publier. On envoie le premier livre.
Il publie le livre L'art de chercher un emploi, l'emploi de demain commence aujourd'hui, qui devient un best-seller instantané avec 10 000 exemplaires vendus au Québec. C'est un best-seller au Québec, tu comprends? Ouais. La maison d'édition nous dit, hey, on aime votre style d'écriture, pourriez-vous écrire d'autres livres? Nous autres, c'est tous des petits manuels. Fait que mon chum, il part. Fait qu'on a toujours nos deux noms. Là. Tu sais, Christian, lui, il avait une formation en ressources humaines. Fait que moi, j'ai écrit un livre, voyons donc, Activité physique et bien-être en milieu de travail, publié par Christian Noyon-Denis Boucher. Christian, il a écrit un livre sur, voyons donc, les ressources humaines. Bon, Christian Noyon-Denis Boucher. Je me souviens plus comment on a publié. On a peut-être publié une dizaine. L'art de chercher un emploi a été publié par les éditions Chotard en France, ce qui fait qu'on s'est créé un créneau comme ça. Mais je suis d'un début, je suis jeune, je comprends pas la notion de marketing, je comprends pas comment monétiser les livres, comment m'en servir comme levier pour me faire connaître. Ce qui fait que j'arrive et, comme je te dis, entre 24 et 28, on laisse les livres, on laisse notre business, puis on vole un peu de nos propres ailes. Puis à un moment donné, Christian arrive chez nous, puis il me dit « Hey, Denis, je retourne à la maîtrise en ressources humaines. » Il dit « Tu devrais retourner faire une maîtrise, toi. » J'ai 28 ans. OK? Bof, 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 bof. Oh, je sais pas. D'un coup, je dis « OK, je vais aller voir. » Fait que j'appelle à l'université, je demande c'est qui dans mon domaine, le directeur des études de deuxième cycle. C'est Raymond Desharnais. Je m'en vais voir Raymond Desharnais. Chez Desharnais, je dois faire une maîtrise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychosportive. Vraiment, là, c'est le domaine qui m'intéresse. Je suis dans le domaine du karaté, tout le kit. Fait que, il regarde mes notes au bac, mais moi, au bac, je faisais rien que travailler, là. Fait que j'avais des notes bien moyennes. Tu sais, Denis, il dit, je peux pas te rentrer à la maîtrise avec des notes de même. Je dis, Monsieur Desharnais, je vous en faire un deal, vous puis moi. Je dis, en connaissez-vous bien des étudiants, vous, qui ont publié 10 livres? Il dit non. Il dit, d'ailleurs, comment t'as fait? Ben, j'ai dit, de un, j'ai lu beaucoup. Et j'ai dit, de deux, je suis organisé. Maintenant, pas ce que j'étais au bac. J'ai dit, ce que je vous propose, faites-moi faire une session en maîtrise, demandez-moi des A partout. Si je les ai pas, mettez-moi dehors. Il dit, non, je vais te faire 1 an, mais je veux que tu aies des B partout. Fait que moi, je rentre à la maîtrise. À la maîtrise, je décide, j'ai dit, je vais apprendre à apprendre. Pas des livres me bourrer la tête. Je vais apprendre à apprendre. Je vais me donner une structure pour apprendre, mémoriser, que ça rentre vite et que ça reste. Je finis ma première année de maîtrise avec des A partout. Deuxième, donc on est en 93. Mon prof, Raymond Desharnais, voit bien que je trippe et j'évolue bien. Il dit, tu sais, Denis, il dit, il y a Jean Jobin, qui est physiologiste, qui est à l'hôpital Laval, qui est l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ouais. Lui, il s'occupe du programme de médecine expérimentale. Il dit, il y a un laboratoire de physiologie. Écoute, ce que tu fais serait intéressant que tu ailles là. Ben, je vais l'appeler, tu iras le voir. Fait que je m'en vais le voir. Fait que il me reste 1 an de maîtrise. Fait que je rentre, je fais mon projet de... Fait que là, je rentre dans le laboratoire. Il dit, parfait, Denis, il dit, viens-t'en. Il dit, c'est correct. Il dit, j'ai quelques étudiants, là, tu vas être dans mes 2, 3 cartes d'étudiants, puis let's go. Je vais te montrer comment fonctionne le laboratoire. Fait que, il y a l'étudiant avancé qui est là, Pierre Desgagnés, qui me montre à utiliser le laboratoire, l'analyseur de gaz. Je commence à faire les cours pour apprendre à lire l'électrocardiogramme. Et là, je me ramasse debout d'un laboratoire à tester du monde. Et là, je gobe une vitesse folle parce que je me rends compte que dans le feu de l'action, je suis une bête. Et j'avais fait le lien que quand je suis du karaté, apprendre un kata, c'est un enchaînement de mouvements, là. 200 mouvements, je gobais ça en 20 minutes. Je le savais par cœur. Ce qui fait que je me suis ramassé d'un environnement très kinesthésique où je me suis mis à apprendre à une vitesse folle et à triper et où mon prof était ouvert à mes folies, où j'ai commencé à tester des gens, je les branchais tension artérielle, électrocardiogramme, analyseur de gaz, je les mettais sous stress psychologique, je voyais les réactions physiologiques. Fait que j'ai commencé à analyser ça. J'ai invité de mes collègues pour faire de l'hypnose alerte active. Je les embarquais avec l'analyseur de gaz sur le vélo. Je les mettais en état d'hypnose. Puis là, j'essayais de voir est-ce qu'on repousse le seuil de VO2 max, est-ce qu'on repousse la fatigue. J'avais des libertés absolument incroyables où j'avais de l'outillage
pour mesurer l'humain en mouvement dans des conditions variées, c'était un monde exceptionnel. Ce qui fait que je finis ma maîtrise 2 ans plus tard, et Jean Jobin, qui était le directeur du programme de médecine expérimentale, dit de mon mémoire de maîtrise que c'est un des 10 meilleurs qu'il a vu dans sa carrière. Alors, la question suivante a été, Jean, as-tu de la place en médecine expérimentale dans ton programme? Ben, il dit, oui, Denis. Bien, continue. Embarque. Et là, rarement, il me laisse faire mon projet de recherche à moi. Habituellement, tu embarques dans les projets de recherche des autres, mais je suis tellement, tu sais, willing, volontaire, puis je suis une bête, là, tu sais. J'ai encore mon tempérament de faut que j'aille de l'avant. Non, mais là, je sens quelque chose dans tout ce que tu m'as exprimé depuis que t'es un jeune karatéka. Euh, Est-ce que je me trompe en disant que tu es un autonomiste? Dans le sens de? Dans le sens où on dirait que tu as la facilité à l'apprentissage par toi-même. On dirait que tu suis une norme qui n'est pas écrite dans un livre. Tu es très autonome dans ton développement, dans ta recherche, dans ta façon de faire tes trucs. Ouais, écoute, j'ai développé cette vision-là grâce à mes 2 directeurs de recherche. C'est 2 phrases qui ont changé ma vie, OK? Mon directeur de recherche à la maîtrise, qui était Raymond Dernay, qui s'occupait du côté psychologie sportive, me disait toujours, Denis, quand tu vas écrire ton mémoire de maîtrise, il faut que tu l'écrives comme une histoire et que n'importe qui va le lire va être capable de le comprendre. Donc, vulgarise. Et c'est donc là que j'ai commencé à vulgariser et j'ai eu beaucoup de discussions intéressantes sur la psychologie avec lui pour essayer de mettre en perspective puis comprendre la manière dont le cerveau fonctionne, comment on analyse le monde, comment on commet des erreurs, comment les corriger, tout ça. Et ça m'a formé. Puis mon directeur de recherche, lui, Jean Jobin, c'était du genre, ben, OK, je m'assoyais avec, puis je parlais d'une affaire. Ça, Denis, là, est-ce que c'est ton opinion ou c'est des faits? Ouais, je pense que c'est mon opinion, Jean. Ben, il dit, va, continue tes recherches, là, puis arrive avec des données puis des faits. Okay? Ce qui fait qu'ils m'ont beaucoup poussé à dépasser ma notion de jugement, d'analyse préconçue pour toujours me remettre en doute et aller vérifier si ce que je pense a de la validité dans le monde des données. Et ça m'a permis d'aller très loin. Et l'autre chose que j'avais, j'étais un gars qui voulait des cas compliqués. Fait que les cas que personne voulait, moi, je me disais, hey, je peux pas les laisser tomber, là. Fait qu'à un moment donné, je te donne un exemple, j'ai un cas, là, personne ne va analyser, là. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe sur le kit. Moi, là, j'ai 5 livres d'ouvert. J'ai un livre d'endocrinologie, j'ai un livre de psychologie, j'ai un livre de physiologie, j'ai un livre d'anatomie. Puis là, j'ai dit, OK, la solution doit être à quelque part là-dedans. Et je me suis rendu compte qu'en faisant le survol de plein de données scientifiques pour un cas, je suis devenu très habile pour aller dire, OK, voici comment on analyse un cas, puis on ne peut pas l'analyser sur une seule variable. Il faut l'analyser sur de multiples variables en même temps pour arriver à essayer de comprendre c'est quoi son contexte, puis pourquoi je bloque, moi, dans ma connaissance de qui il est et comment je peux l'aider. Fascinant, fascinant. Quand tu as fini tes maîtrises, on peut dire que tu es quoi au niveau des titres? Ben là, moi, je fais de ma maîtrise, j'embarque dans mon doctorat en médecine expérimentale. Donc, je suis sorti avec un titre de docteur en médecine expérimentale, mais je ne suis pas médecin, là. Je suis un gars de recherche médicale. Okay. Mais pendant que je suis à la maîtrise, je rencontre François Whitham. Puis, avec François, on s'entend bien. Puis, François, lui, il va finir sa maîtrise. Moi, je vais finir mon doctorat. Et on dit, hey, pourquoi on ne se lancera pas une business en sortant d'ici? Fait que nous autres, on sort, en sortant de là, on se fait un plan d'affaires, on va suivre des formations en entrepreneuriat à Entrepreneuriat Laval, on va chercher un prêt et on achète le premier laboratoire de physiologie sportive portable au monde. On est les premiers au Canada à l'acheter. On a un prêt de 70 000 qui est énorme. On se loue des bureaux dans la Polyclinique des Ponts à Saint-Romuald. On lance la business. Et la première année, c'est de la torture parce que on n'est pas capable de positionner clairement la business. OK? J'imagine.
J'imagine comment tu fais à cette époque-là pour clarifier ce genre d'entreprise-là. Ah, il n'y avait rien. Il y avait rien. Ah non, mais jusqu'à temps où, je te compte ça, c'était vraiment fascinant. Je le revois encore en 1999. Mon collègue François traverse la porte. Il est blême. Il me dit, Denis, il dit, je viens d'avoir un appel des Flyers de Philadelphie. J'ai dit, quoi? Il dit, non, non. Il dit, l'équipe des Flyers de Philadelphie m'a appelé pour savoir si on pouvait tester les joueurs de hockey sur la glace. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, tu lui dis oui, mais il dit, on n'a pas de protocole. J'ai dit, on s'en crisse. J'ai dit, on va le faire, le protocole. Tu lui dis oui. Là, il rappelle, puis il dit oui. On apprend qu'on est en compétition contre, je pense, 5 autres laboratoires, dont celui du Colorado, qui est le plus gros laboratoire de physiologie de l'exercice en Amérique du Nord. Eux autres ont dit, on n'est pas capable. Les autres ont dit, on n'est pas capable. Les petits gars de Québec ont dit, on est capable. C'est les petits gars de Québec qui ont eu le contrat avant même d'avoir un protocole. Fait que là, on s'est allié avec du monde. On a créé un protocole sur glace qu'on a validé. Et en 1999, on allait tester les Flyers de Philadelphie. Au moment où Simon Gagné rentre dans la Ligue nationale de hockey, TVA vient avec Carl Larouche, vient de TVA, vient pour faire un reportage sur Simon Gagné et nous autres. OK. Et là, la business est lancée. Mais juste avant, il faut que je te raconte qu'avant qu'on arrive là, OK? Ah, puis aussi, le concept de la business nous a fait rapporter un premier prix provincial sur l'entrepreneuriat. OK. C'était François Legault qui nous a remis le prix. Parles-tu de notre premier ministre, là? Votre premier ministre, notre premier ministre. Exactement. C'est lui qui nous a remis le prix. Vous avez commencé en disant votre premier ministre, ouais, il n'est pas le tien. Oui, je suis prêt avec moi aussi. Non, mais donc c'était ça. Mais c'était des belles apparences parce que veut pas, le côté promotion de santé, ça allait pas très bien. Puis on était dans le rouge tout le temps. Puis à un moment donné, ben, avec le contrat des Flyers, on se ramasse avec de l'argent dans le compte en banque. Je reçois un appel du banquier qui dit Denis, désolé de t'apprendre qu'on va saisir ton laboratoire demain. On va saisir vos équipements demain, vous n'êtes pas capable de payer. Ben, je dis, écoute, M. Chose, j'ai dit, moi, je ne sais pas comment ça va vous coûter, là. J'ai dit, personnellement, là, venir chercher les équipements, là. Mais si vous regardez dans le compte en banque, on est capable de vous payer le 15 000 qui manque. Fait que soit vous le prenez dans le compte, soit vous venez chercher les équipements. Je dis, OK, je vais le prendre dans le compte. Fait que là, on a éclairé ce problème-là. Jusqu'à temps que j'en rencontre un autre. C'est que là, les Flyers de Philadelphie, tu comprends, c'est une fois par année. Ça ne fait pas vivre une business. Et je me souviens, on était à Sainte-Foy, puis je disais à mon collègue Wittom, j'ai dit, hey François, j'ai dit, l'année prochaine, là, j'ai dit, là, je me donne un an. Si on ne génère pas 200 000 par année, on ferme cette cambuse-là. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Ouais, mais tu Denis, moi, j'ai aucune idée comment on va faire ramener 200 000 dans une année. J'ai dit, moi non plus. Mais j'ai dit, je me fais confiance. Ce qui fait que moi, à l'époque, c'était les fax. Tu comprends? Avec les fax, j'envoie des fax pour des dîners-conférences où je présente notre programme de promotion de santé au milieu de travail où personne n'est intéressé. Tu comprends? C'est beau. Il n'y a personne qui est contre la vertu, mais tu as beau leur dire aux entreprises qu'ils vont récupérer de l'argent sur l'investissement, il n'y a personne qui y croit. OK? Alors, je me suis dit qu'il y a de quoi qui manque. Et un beau jour, je suis avant d'envoyer mes fax, je change le titre pour promotion de la santé en milieu de travail pour réduire l'absentéisme en milieu de travail. Boum! La salle est pleine, c'est plein de compagnies d'assurance. Et à ce moment-là, je décroche des contrats qui nous rapportent 40 à 60 000 $ par mois. Wow! Et là, Wittom est bouché, a levé. Jusqu'à temps que quelques années plus tard, où on avait 7-10 employés, je ne me souviens plus, je me suis rendu compte que j'étais un très mauvais gestionnaire. De un, je suis un dictateur. OK? Moi, j'aime travailler. J'adore travailler. L'employé qui vient me déranger, me jaser de ses problèmes, là, j'en ai vraiment rien à faire. Tu comprends? Ouais. Moi, regarde, ferme ta gueule, va travailler.
Tu comprends? Mais c'est un défaut, là. Tu comprends que c'est un défaut, là, si tu as une business. Tu peux pas être de même. Tu t'es-tu assagi en vieillissant? Alors, écoute, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. OK? Là, à un moment donné, je suis plus capable. Je me rends compte que moi, ce que j'aime, c'est analyser des données puis placoter de ce que je fais. Puis j'arrive à mon collègue François, je dis, gars François, j'ai dit, je suis tanné. J'ai dit, je te fais une offre d'achat. On est le lundi. J'ai dit, tu peux au même prix me racheter si tu veux. Mais si moi je rachète, j'ai ma toute d'or. Je change le business bout pour bout. Puis si toi tu me rachètes, je m'en vais puis je pars ma petite business. Ce qui fait que François arrive le lendemain et il dit Denis, je te rachète. Et le vendredi, j'étais parti. Et avec l'argent, je décide, comme un imbécile, d'investir dans un gym. Oh! Avec un nouveau concept où j'ai mon laboratoire, j'ai le gym, j'ai tout ce qu'il faut. Et il m'arrive deux choses majeures. Un, je tire des mauvaises conclusions de mes actions, c'est-à-dire que je ne fais pas ce qu'il faut pour aller chercher la bonne clientèle. Et deux, mon entreprise repose sur le laboratoire, sur mon laboratoire. Je fais tellement de tests. Au début, j'ai tellement de monde qui rentre que le laboratoire il est brisé tout le temps. Tu comprends? OK. Je l'envoie réparer. La compagnie qui fait la livraison, il le répare, il le renvoie à Québec. La compagnie qui est supposée retourner perd le laboratoire. Ben Pendant des semaines. Pendant des semaines, pas de laboratoire. Ils n'ont pas de laboratoire de remplacement de passé. Ce qui fait que, selon mon concept, je ne peux plus rentrer de clients. Avec les liquidités ont fondu. Il fallait que je ferme la business. Et là, je m'assois, donc je me ramasse avec un trou de 150 000 dans mes poches. J'aurais pu m'asseoir et brailler, mais étant dans ma personnalité, je me suis dit, OK, Denis, qu'est-ce qui était pas bon dans ta business? Qu'est-ce qui était bon dans ta business? Quand j'ai identifié ce qui était bon dans ma business et que je suis reparti à faire ce qui était bon dans ma business, on est à ce moment-là, je repars en mai. OK, je ferme, là, mettons, mars, puis en mai, début mai, je repars. Mars, on va, ouais. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. En 6 mois, j'ai fait plus d'argent que je n'ai jamais fait dans ma vie. Parce que me suis vraiment assis à cibler qu'est-ce qui fonctionne bien dans la business. Et ce qui fonctionnait bien, c'est Denis Boucher avec quelqu'un qui jase, qui fait des tests, qui analyse des données, qui donne des conseils. OK. Et après ça, je suis resté tout seul. Tu sais, dans le gym, j'avais des employés, tout ça, mais j'étais encore un très mauvais gestionnaire. Hein. OK. Tu n'es encore pas bon en gestion. T'es-tu encore un dictateur? Je suis encore un dictateur, mon homme, c'est incroyable. Écoute, ça sortira pas de moi, là. Non, je suis un passionné de ma job. Moi, là, donne-moi des données, donne-moi des choses à analyser. Ça va super bien. Mais demande-moi de jaser avec des employés, de parler de leur vie, tout ça, là. Tu me tues bien raide, là. Tu me fais perdre mon temps. Hein. Hey, de ce temps-ci, là, je travaille de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Si tu me demandes si j'ai travaillé, je vais te dire non. C'est de la passion. C'est du fun. C'est ça. Ben oui, puis au lieu de m'asseoir le cul devant une TV, ils vont faire des choses productives. Ouais, c'est ça, exactement. Mais dis-moi donc, parce que Denis Boucher, s'il travaille de 8 à 8, il doit être célibataire, il n'a pas de vie, pas de famille. Non, je suis marié, je suis avec la même femme depuis 22 ans. On s'est OK. mariés en septembre dernier, après 21 ans de vie commune. Elle avait 2 filles quand je l'ai connue, qui ont eu des enfants, ce qui fait que je suis devenu grand-père de 4 petits-enfants. Donc, OK. les gars, ils ont 13, 12, puis les filles 11, 10. Et je m'occupe énormément d'eux autres. Là. Tu vois, il y en a 2 avec qui je vais faire les devoirs une fois par semaine. Je leur apprends à apprendre. OK. Et comme en fin de semaine passée, il était les 4 ici. Donc, les 4 étaient ici à partir du samedi. Le dimanche, j'allais avec les 2 gars et on allait en gym. Parce que je les ai inscrits au gym et ils s'entraînent avec moi. OK. Donc, j'ai commencé à leur apprendre à s'entraîner intelligemment au gym. Et là, ils apprennent leur groupe musculaire. OK, les gars, on fait l'extension des jambes. Quel muscle qu'on travaille? Les quadriceps. Fait que là, à un moment donné, quel muscle qu'on travaille, les gars? Les quadriceps.
Fait que là, les gars prennent tout leur groupe musculaire puis ils trippent. Qu'est-ce qui est important, les gars, c'est de bien faire le mouvement. C'est pas de mettre trop de charge. Le miroir, ça sert à corriger ton mouvement, pas te demander si t'es beau ou pas beau. Tu Ouais, comprends? c'est pas pour te montrer que tu as des belles cuisses, c'est pour voir si tu C'est t'es bien aligné. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai tout ça. Écoute, je suis un gars de famille. Tu vois, ma mère de 85 ans, mon père est décédé il y a 2 ans, en février 2022. Puis j'avais de la misère à concevoir que ma mère restait toute seule chez eux à s'ennuyer, parce que même si je vais dîner régulièrement à la maison avec elle, elle s'ennuie. Donc, elle a vendu sa maison. Mon garage va être transformé en logement. Elle va venir rester à côté de moi. Puis ça va y faire de la présence. Donc, je peux pas concevoir qu'une personne âgée finisse ses jours seule. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout pas ma mère. Tu comprends? Ouais, Donc, puis tu sais, on a des mères du même âge, on a perdu nos pères à peu près au même moment. Fait que j'imagine qu'on est à peu près du même groupe d'âge. Moi, j'ai 60, t'es pas loin derrière, si je me trompe pas. 60 dans 2 mois, en avril. Bon, fait que c'est pareil pour moi. Tu sais, ma mère était en centre pour personnes âgées, en résidence pour personnes âgées, mais ma mère est totalement autonome. Et étrangement, dans les centres de personnes âgées, on est très limitatif aux actions des aînés. Hein? On veut pas qu'ils se blessent, on veut pas se faire poursuivre. Fait que là, on les prive de tout, un peu comme s'ils étaient en prison. Puis moi, ben, comme toi, je pense que je suis un autonomiste. Puis j'apprends à ma mère à rester autonome par l'action, par l'activité physique, par des mouvements. Puis j'y apprends aussi à dire, hey, sais-tu quoi? Je suis encore capable de faire ça. Je suis pas supposé, moi, là, d'être limité par quoi que ce soit, puis je vais continuer à faire ce que je veux faire. Puis oui, elle est là. Si j'avais eu l'opportunité, je l'aurais mis chez nous, moi aussi, là, comme toi, tu veux faire. Ce que je trouve moi, j'ai toujours dit, si tu veux tuer tes parents, dis-leur de plus rien faire. Exactement. Exactement. Mais aller dans Empêche-les d'aller à l'épicerie, là, ils vont mourir. Non, c'est ça. Non, écoute. Donc, c'est ça. C'est un peu mon contexte de vie, là. J'ai une vie sociale malgré tout. Bon. Là, je m'entraîne. Tu vois, cette semaine, je vais avoir été 4 fois au gym. C'est bon, ça. Donc, le gym est d'une importance capitale pour moi parce que c'est le moment où je libère mon esprit, où je soigne mon corps, où tout se met en harmonie, puis ça me permet de bien fonctionner. Est-ce que tu es encore dans la région de Beauport ou tu es plus sur Québec maintenant? Je suis toujours à Beauport. OK. Puis, fait que tu vas au gym à Beauport, tu fonctionnes à Beauport. Est-ce que tu dis, je vais au gym 4 fois par semaine, est-ce que tu fais d'autres activités autres que ça? Pas tout le temps. Non, mais je marche et je fais beaucoup d'étirements. OK. Et aussi, ce qui est très important pour moi, ce que les gens vont appeler de la méditation, mais chaque jour, j'ai un temps pour moi moi, j'appelle plus ça de l'auto-hypnose parce que j'ai été formé en hypnose clinique, où je vais vraiment positionner mon esprit pour faire abstraction de tout ce que mon cerveau croit important ou dangereux ou menaçant, parce que le cerveau, c'est de quoi de virtuel qui est inventé, où je me détache de tout ça, je me positionne dans un état central où je me libère de tout ça, puis je profite de ces moments-là. OK. Moi, ce que moi j'appelle le silence. Ouais, tu vas appeler le silence. Ouais. Puis entre deux pensées, là, le petit espace qu'il y a là, c'est du silence. Ce petit moment-là, il agrandit plus tu pratiques ta méditation ou ton auto-hypnose ou un peu, tu sais, appelle ça comme tu veux. Il y en a qui appellent ça de la prière. Bon. Ouais, exactement. Un petit moment où on est comme vraiment tout seul avec rien. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Tu sais, c'est le vide, ça fait du bien. Ouais. Dis-moi, maintenant, aujourd'hui, ton travail, tu sais, bon, je sais d'une part que tu t'occupes de gens, tu essaies d'aligner des gens dans la santé, tu essaies d'aligner les gens vers l'activité, vers des nouvelles notions alimentaires. Tu sais, on dit souvent que, tu sais, les gens, quand ils commencent à manger sainement, les gens ils se disent, hey, on les étiquette comme des gens qui se mettent au régime, là, parce que les gens sont tellement habitués à manger de la scrap que, tu sais, c'est fou, là, les gens ils utilisent le mot diète ou régime pour ces situations-là. Moi, j'appelle plus ça se remettre dans l'équation, tu sais, se remettre dans l'alignement santé. C'est ce que tu fais comme travail actuellement. Peux-tu m'expliquer un petit peu comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu fais exactement avec ta clientèle? Ouais. Je vais te parler de l'origine du programme. Quand j'ai commencé ça, tu comprends, j'avais un laboratoire de physiologie de l'exercice.
Oui. où je faisais les analyses du métabolisme au repos et à l'effort. Donc, c'était un analyseur de gaz qui me permettait de voir l'utilisation des ressources énergétiques, protéines, lipides, glucides en temps réel. OK? Déterminer comment le corps fonctionne. À l'époque, quand j'ai commencé, c'était très chiffre. Ton métabolisme de base est de 1500 calories. C'est ça qu'on sait. Puis, on n'en sait pas plus. Ton VO2 max était à 60. T'es pas pire. Puis, voici ce que ça donne comme données. Puis, à un moment donné, je me suis dit, on est donc bien limité, tu sais, parce que moi, je voyais, là, tu sais, sur les rapports qui sortaient, tu sais, t'as la ventilation, t'as la fréquence cardiaque, t'as les ratios d'échange gazeux, t'as le volume de CO2 expiré, t'as des graphes qui sont faits, qui sont on appelle les graphes de Wasserman, qui te parlent de l'évolution de la personne. On n'utilisait pas ça. Tu sais, puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi on n'utilise pas ça? Ce qui fait que je cherche par moi-même, je finis par tomber sur le livre du fondateur, celui qui a inventé les analyseurs de gaz respiratoires, respiration par respiration, qui est Karlman Wasserman. Okay. Où il explique toutes ces graphes, il explique toute la... Et là, je me mets là-dedans. Et là, il y a un autre univers qui s'offre à moi, là. Tu comprends? Là, je suis en train de rentrer dans un monde que à peu près personne sur la planète connaît. Et là, je pousse mes analyses. Tout le monde a entendu parler, mais personne n'est allé fouiller. Là, tu sais, ouais, c'est à peu près ça. Là, tu sais. Et là, tout le monde, quand je parle de perte de poids scientifique alentour de moi, pour les scientifiques, c'est tout calorie base. C'est tout juste des calories. Si tu veux maigrir, mange moins de calories, puis entraîne-toi plus, dépenses-en plus à l'effort. Même chez les scientifiques. Mais là, je regardais les données, puis non, il me semble qu'il y a de quoi qui fait pas de sens dans tout ce qu'ils disent. C'est pas simple de même. Et là, je me rends compte que les calories, c'est la pointe de l'iceberg. Ce qui se passe en dessous, c'est la distribution des réserves énergétiques. Puis la distribution des réserves énergétiques, je l'ai en temps réel devant moi dans toutes les données que personne ne s'est donné la peine d'analyser avant. Ouais. Et là, je suis un jour à ma clinique. Mon bureau était au Mega Gym à l'époque. Puis là, je suis là, puis hey, je regarde les données, je dis non, Denis, ça fait plus de sens, ça, tout ce qu'ils t'ont dit là. Là, je décide de changer mon programme de perte de poids. Puis je dis, il n'est pas question que je fasse manger moins de calories que le métabolisme de base d'une personne. Donc, si son métabolisme de base est à 1500 calories, il ne mangera jamais moins que 1500 calories. C'est là que j'ai commencé à dire, il faut manger pour maigrir. Rentre juste un petit peu avant un collaborateur qui s'appelle Eric, qui ne va pas bien. J'analyse son métabolisme de base. J'ai dit, tu as probablement des problèmes d'hypothyroïdie, ton métabolisme est trop bas et tout ça. On corrige le problème. Jeff Fillion vient de lancer Radio Pirate. Oui. Moi, je vais faire de la pub. Je vais avoir Radio Pirate. Je leur présente ce que je fais. Et Jeff dit, ben écoute, Denis, t'achètes de la pub, tu veux venir faire des chroniques. Il fait des chroniques. Ce qui fait que je viens faire des chroniques à toutes les semaines à Radio Pirate, jusqu'à temps que je fasse venir le gars qui raconte son histoire. Et là, je me rends compte que quand je parle de perte de poids avec métabolisme, c'est le délire absolu. Là, c'est booké. C'est plein de clients. Okay? Ça n'arrête pas. Jeff me dit, hey Denis, je vais gérer la radio satellite XM. On va voir le channel XM 172. Le lundi, il y a un 2 heures de libre. Ça te tenterait-tu de l'avoir pour ton show? Pour faire un show? Ben, j'ai dit oui, que j'appelle le petit monde scientifique du Doc Boucher. Mais moi, je comprends pas la portée de ça. Tu comprends? Ouais. C'est diffusé pan-canadien, c'est diffusé aux États-Unis. Je reçois des téléphones du monde de la Colombie-Britannique qui descendent faire des tests. J'ai des francophones de la Californie qui descendent faire des tests. J'ai du monde de partout sa planète, de partout en Amérique du Nord, qui viennent faire des tests. Parce que là, ils entendent Denis Boucher, pan-canadien, qui parle de physiologie, de métabolisme, dans un langage que personne n'a entendu. Puis c'est là que je commence à teaser le monde avec t'es obèse, dodu, joufflu et juteux. Tu comprends? Je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice. Et je sors des thèmes de même où le monde, il aime m'haïr, là. Tu comprends? Ça leur rentre dans le corps, mais hey, je t'haïs, mais calique que t'as raison. Et là, ça s'est mis à rouler comme ça. Moi, je vais lancer ça. Tu fais dans la programmation à Filion, finalement. oui. Je fitais dans la programmation. Ce qui fait que ça lève.
Puis ça a duré quelques années. Jeff a perdu XM. Moi, j'ai embarqué à faire mes podcasts, YouTube et tout ça. Fait que ça a maintenu ma clientèle jusqu'à temps que arrive... un moment donné, j'ai un bureau que je loue. Et ma conjointe, puis les choses évoluent. Tu comprends? Moi, j'ai tellement compris l'analyseur de gaz, les analyses métaboliques, que je sors plein de données pendant des années. J'analyse tout ça, puis je sors mes propres algorithmes de calcul. Et selon ma manière d'analyser les choses, parce que c'est moi qui l'ai pondu, j'arrive à un point où je suis convaincu que j'ai plus besoin de l'analyse de gaz respiratoire pour réussir à cadrer quelqu'un dans son métabolisme. OK. Hein? Je refais un petit pas en arrière. 2010. Quelqu'un m'entend sur Radio Pirate. Le gars s'appelle François Ruel. Il dit, Denis, j'ai tel problème, blablabla, pourrais-tu l'analyser? Viens, j'analyse, je gâte un portrait physiologique très différent des autres. Voici ce que tu dois faire, blablabla, blablabla. Je dis en passant, puis là, je lui demande qu'est-ce qu'il fait. Il dit, je suis ingénieur électrique. Il dit, j'ai une compagnie, je fais du calcul de temps sur des courses avec du RFID. Puis il m'explique tout ça. Fait que, OK. J'ai dit, tu as vu mon laboratoire? J'ai dit, je suis un peu tanné, j'ai dit, d'être toujours en dedans. Puis j'ai dit, l'autre portable, il est portable, mais il n'est pas tant portable que ça. Quand je traverse les douanes avec ça, c'est difficile aux États-Unis, ça n'a pas de bon sens. Y a-t-il un moyen, selon toi, je te sors mes calculs, là, on les met dans un système, puis c'est ultra portable. Alors, il me dit, ben écoute, Denis, il dit, tu sais, les iPads viennent de sortir. Il dit, tu sais, Denis, c'est ton iPad, là. Puis tu sais, quand je tourne l'écran, là, qui vire, là, il dit, ça, c'est un gyroscope à l'intérieur. Puis il y a des accéléromètres. Fait qu'il dit, moi, il dit, je suis capable d'utiliser à l'interne les accéléromètres puis les gyroscopes pour aller extirper des données. Ah! J'ai dit, non, mais le fun. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, tout ça, là, moi, j'ai sorti un nouveau protocole sur glace, là, des tests de hockey. Puis tu penses qu'on serait capable de sortir de quoi? Fait qu'il dit, écoute, je vais aller regarder ça. Fait qu'il regarde ça de son côté. Hey, il dit, Denis, il fait des tests de mon côté avec un téléphone, un iPhone. Un iPhone 6, là, tu sais, les premiers, là. Tu que tu faisais un chiffre de même bien niaiseux. Il dit, je pense que tu vas triper. Je pense vraiment que tu vas triper. Il dit, il y a des données là-dedans, c'est incroyable. J'ai connecté une montre cardio au téléphone. Puis là, j'ai les données d'accélération parce que là, moi, ils rentrent de la physique de glace là-dedans. Tu comprends? On mesure la température de la glace, la résistance de la glace, la résistance à l'air pour mesurer la puissance et tout ça. Enfin, tu sais, on est dans des calculs avancés, mais tripant au bout. Fait que mon chum, il disait, hey, je connais un joueur professionnel qui est à Victoriaville, parce qu'on était à Victoriaville. Je connais un joueur professionnel qui joue en Europe, mais il va être à Victoriaville. Ils dit, on pourra faire des tests avec. Puis ils ont fait du RFID. Peu importe. On rentre sur la glace, on teste ça, et il me sort les données après. Je sais pas si tu te souviens quand le télescope Hubble, il a fait le premier Deep Field, puis ils se sont aperçus que dans un point, ça de gros de l'univers, il y avait 100 000 galaxies, là. Puis tout le monde était jeté à terre. C'était la même affaire pour moi, là. Là, j'étais capable de savoir la puissance de chaque jambe, la poussée, la puissance, la durée, la courbe de dégradation des réserves énergétiques. C'était totalement hallucinant. Finalement, il parle au TIC de Victoriaville. Puis on dit, écoutez, on a besoin de joueurs. On ira faire les tests gratuitement pour vous autres. On fait les tests avec eux autres. Hey, on a des données absolument extraordinaires. Ce qui fait que moi, en 2011, je rappelle Jim McRosson des Flyers de Philadelphie. Je dis, hey, Jim, j'ai un nouveau protocole de test sur glace. J'ai dit, c'est différent de ce qu'on avait fait à l'époque avec mon collègue Wittom. J'ai dit, ça t'intéresse-tu? Il dit, peux-tu venir me faire une démo, Denis, la semaine prochaine? Ben, j'ai dit oui. Fait que nous autres, on part, on prend la vanne, descend en vanne, on traverse les douanes, mais avant mon laboratoire, pense-y, tu traversais avec un laboratoire d'analyseur de gaz qui valait 70 000 US. Là, OK? Donc, il fallait que tu passes les douanes, il fallait que tu passes le Food and Drug Administration, tu n'étais pas sûr de passer. Là, on arrive avec des nouvelles bandes parce qu'on fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Zephyr Technologies qui vient de sortir des nouvelles bandes. On dit, hey, on va tester Flyers de Philadelphie. Ça te tente-tu de nous en passer puis on va te ramener des données? Ben oui. Fait qu'on reçoit une série de bandes.
Et là, le gag qui était à l'époque, c'est que mon chum, il dit, tiens, Denis, ton nouveau laboratoire, il avait mis ça dans un Ziploc. Fait que tu avais la bande puis le téléphone, puis c'était le nouveau laboratoire. Fait qu'on a passé les douanes, on est arrivé aux douanes, on dit, qu'est-ce que vous allez faire? Ils disent, on va tester Flyers de Philadelphie. Ah, transportez-vous l'équipement? Ouais, des bandes cardio. Ce qui était vrai. On dit, OK, les gars, bon test, direct. Ce qui fait qu'on avait extraordinairement miniaturisé la patente. Vive la technologie. C'était écœurant. Ça nous amène à avoir des contrats en collaboration avec l'armée canadienne pour tester des exosquelettes. OK? Ça m'amène à ce que François Ruel, il est à un congrès aux États-Unis. Il jase avec une femme. Elle demande qu'est-ce que vous faites? Ben, nous autres, au travail, c'est biosenseur. On a des nouvelles technologies. On évalue les gens. Là, elle a dit, ben, dis-moi là. Elle dit, je travaille pour la National Space Biomedical Institute, l'agence biomédicale spatiale américaine. On met les chercheurs en contact avec la NASA. Le gros problème qu'on a, c'est que là, on travaille sur la mission sur Mars et on ne sait pas comment on va faire pour mesurer les astronautes puis éviter la dégradation de la masse musculaire. Parce que tu comprends qu'ils vont être, le voyage, c'est 12 mois à 18 mois. Tu es là-bas, revenir, c'est 12 mois à 18 mois. Tu es en apesanteur. Elle dit, ouais, c'est ça. Voudriez-vous venir nous présenter ce que vous faites? Prends l'avion, descends à Houston et on s'en va présenter à la National Space Biomedical Institute. Et là, ils nous font visiter le laboratoire. C'est le laboratoire écoute, j'ai failli broyer quand ils m'ont rentré dans le laboratoire d'astrobiologie moléculaire. Peux-tu rester? Je peux-tu rester? Je peux pas retourner chez nous. Ouais. Non, c'est incroyable. Et là, on fait notre présentation. Ça va bien, mais aller plus loin, c'était trop tough parce que j'avais pas l'esprit entrepreneurial. Tu comprends? J'étais un gars de données. Les gars avec qui j'étais, il n'y avait pas cette... tu sais, ça prend des couilles de béton là, quand tu es rendu là. Tu sais, un esprit entrepreneurial assez incroyable. Puis, moi, je ne pouvais pas faire tout seul. Je t'interromps, Denis. Tu sais, être entrepreneur, des fois, c'est pas des couilles en béton que ça prend. Des fois, c'est de l'innocence ou être con. Tu sais, je veux dire, des fois, tu fais comme « Oh, fuck, j'y vais à fond de train », tu sais. Ouais. Mais tu sais, le problème, ce que j'ai eu, c'est que tout le monde a abandonné. Tu sais, parce qu'il y aurait eu des tests à faire. Ils ont dit, faites-nous une preuve de concept. Puis, elle n'était pas dur à faire, la preuve de concept. Mais j'avais besoin de l'aide de gens. Puis, ça s'est pas, dans l'équipe, ça s'est pas concrétisé. Donc, le projet est comme tombé à l'eau, mais j'aurais pu éventuellement travailler pour la mission sur Mars. Ouais. En vrai, c'est quand même intéressant que le petit Québécois se ramasse à Houston pour parler avec des gens de la NASA. C'est capoté. Ouais. Puis là, donc, finalement, après tout ça, je suis arrivé à tout calculer mes algorithmes. Je sors de mon bureau, ma femme me dit, hey Denis, ouvre donc ton bureau dans le garage chez nous. Je dis, c'est pas sûr que les gens vont vouloir venir chez nous. Finalement, j'arrange ça. Les clients, il n'y en a pas un qui braque. Arrive la chance extraordinaire de la COVID. Je te dis, c'est une chance extraordinaire pour moi parce que j'avais deux choix. Crever de faim ou faire le step final que j'hésitais, qui est passé 100% en ligne. Alors, en 24 heures, je me suis assis. J'ai réfléchi à comment je devrais structurer mon programme 100% en ligne. Le lendemain, je le faisais. Le surlendemain, je commençais mes ventes en ligne. Et c'était une des plus spectaculaires périodes de vente de ma vie. Et depuis ce temps-là, le programme est 100% en ligne et je me suis rendu compte que je suis plus efficace avec mes algorithmes aujourd'hui pour analyser les métabolismes et dans ma manière de structurer les choses que je l'étais à l'époque, parce que je suis de plus en plus intelligent dans mon domaine. J'ai analysé des données que les gens peuvent même pas imaginer. J'ai une perspective qui est totalement différente, que je peux appliquer dans mon programme et que je peux transmettre à mes clients. OK. C'est fascinant. Puis là, dans tes analyses, comme tout se fait à distance, j'imagine que tu travailles en vidéo caméra de ton client. Fait que ta façon de le voir, c'est il s'expose à toi, fait que tu peux analyser un petit peu le personnage que tu as devant toi. Écoute, il y a des clients que je vois jamais. Je t'explique. Mon programme, c'est un Netflix santé organisé.
Quand tu rentres dans le programme, tu as accès à ta plateforme de formation. Tu reçois un email avec toutes les étapes à faire pour commencer ton programme. Donc, il faut que tu aies une balance impédance, m'envoyer ton pourcentage de gras, ton poids, ta grandeur, ta médication, ton état de santé, blablabla. Tu as un test de marche à faire. Je t'ai un protocole, je t'explique comment le faire. Et tout ça est guidé par vidéo, jour après jour, étape après étape, semaine après semaine, mois après mois. Je suis un dictateur. J'ai rendu mon programme, j'ai fait mon programme comme un dictateur. On va dire exactement ce que tu dois faire, étape par étape. Si tu as des questions, tu as mon numéro de téléphone, tu m'appelles quand tu veux. Écoute, sincèrement, là, j'ai pas. À tous les jours, il faut que je réponde à des clients. Mais je suis pas 8 heures par jour à répondre à des clients. T'es plus 8 heures par jour à analyser des données puis à prendre soin des gens qui sont en ligne avec toi. C'est ça. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, cette structure-là, et les gens, le programme est accessible 24 heures sur 24, 365 jours par année, où que tu sois sur la planète. Et là, c'est vraiment... Et je suis encore en train de le faire évoluer, le programme. Le programme n'est pas statique. Là. Il évolue tout le temps parce que j'apprends toujours des nouvelles choses. Je veux les fournir à mes clients. Je veux les rendre autonomes et tout ça. Je continue mes podcasts parce que j'aime placoter, j'aime être cru, j'aime être vulgaire des fois, insolent, parce que c'est ma manière de brasser la cage des gens. Je me suis dit, je vais faire ma business avec ma personnalité. Ceux qui sont pas contents, allez voir ailleurs. C'est exactement le cas. Ça peut pas être autre chose que ça. S'ils n'aiment pas la manière dont tu communiques ce que tu veux communiquer, ils vont ailleurs, puis c'est tout. Là, ouais, c'est ça, exactement. Tu fais pas ça pour être ami, là. Tu fais ça parce que tu veux répondre à ça. Tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi à 60 ans, on pousse encore le troc pour essayer d'aider des gens à être en santé? Pourquoi on fait ça? Ben, pour moi, c'est une passion. Honnêtement, peux-tu être franc avec toi, là? J'aime m'occuper des gens, mes clients, jaser avec eux autres, là. Mais je le fais bien plus pour moi. Je tripe tellement dans ce que je fais. Écoute, ma femme était assise avec moi dans le bureau hier. Puis elle disait, comment tu prends ça, 60 ans? Hey, j'ai dit, sais-tu ce qui me fait chier, chérie? J'ai dit que nos corps expirent à 90 ans, il me reste juste 30 ans à vivre. J'aurai jamais le temps de tout faire ce que j'ai envie de faire. Hein? J'ai dit, écoute, je me sens comme un jeune. Ça me brûle en dedans parce que c'est tellement le fun. Je viens de rentrer l'intelligence artificielle dans ma business. J'ai parti ma business anglophone en 3 jours. Ça m'a coûté 500 pièces, ce qui était impossible avant. J'ai déjà vendu des programmes, elle est déjà rentable. Tu comprends? Il y a un monde extraordinaire alentour de nous autres, puis t'as rien qu'à t'étirer le bras pour aller cueillir ce qu'on t'offre. Ouais. Tu peux-tu demander mieux aujourd'hui? Non. Ben non, exactement. Exactement. Moi, personnellement, je te regarde aller puis je trouve ça cool ce que tu fais parce que j'ai encore de la difficulté à faire la transition vers le virtuel, vers le en ligne. Probablement que je devrais faire plus de coaching en ligne parce que, tu sais, moi, j'essaie de travailler beaucoup dans la philosophie des humains puis essayer de les aider à prendre conscience que souvent, leurs erreurs comportementales, hein, ce qu'on voit en apparence à l'extérieur, vient de tout ce qui est troublé en dedans. Hein, le mal-être, les estimes, le confiance, le peur, puis tout le reste. Je travaille beaucoup là-dessus, mais j'aime ça avoir les humains devant moi. Puis j'ai beaucoup de misère à faire la transition. Puis je te regarde faire, puis je fais comme, bon Dieu, que c'est un bel exemple, Denis, de, hey, sais-tu quoi? Il n'y a pas d'âge de faire cette transition-là, tu sais. Ah non. Puis moi je vais te donner comment je l'ai vécu. Faire de la radio, OK, j'ai eu l'avantage de m'asseoir avec Jeff Fillion. OK, peu importe ce qu'on dira de Jeff Fillion, là. Jeff Fillion, c'est le meilleur communicateur que le Québec a eu. OK? OK. Quand il m'a invité à aller faire des chroniques à son émission, j'allais avant ma chronique. Je le regardais faire. Je regardais comment il communiquait, comment il se comporte, comment il analyse les choses pour m'éduquer. Je ne voulais pas devenir Jeff Fillion. Je voulais m'inspirer. La science la plus complexe au monde, c'est la communication. Et ce gars-là a de façon innée cette capacité-là d'être un communicateur exceptionnel. Je l'avais devant moi. J'en ai profité.
Et quand je suis rentré à la radio, le voir aller m'a permis d'avoir cette souplesse de fonctionnement, cette souplesse d'esprit, de ne pas avoir un bâton dans le cul, essayer de dire les beaux mots au bon moment, puis d'accepter de faire des erreurs, de dire des conneries, puis de pouvoir te corriger plus tard. Tu comprends? Oui, oui. Quand est venu le vidéo, qu'en 2006, la caméra qui est devant moi qui me filme, c'est celle que j'ai achetée en 2006 pour mes premiers YouTube. OK. OK? Où là, la transition entre l'audio et la vidéo est à l'enfer. Je n'ai fait de la vidéo que j'ai mis à la poubelle jusqu'à temps que je me dise je communique exactement comme je communique à la radio. Et quand j'ai eu ça, que je me sentais au même niveau radiophoniquement que audiovisuellement, ben là, je me suis dit, je suis capable de développer une business en ligne. Parce que les gens ont vraiment l'impression, quand je parle dans mes formations, que je suis là et que je m'adresse à eux autres. Oui, Parce que effectivement. quand je regarde l'écran puis je m'adresse puis je parle, les gens sont convaincus que je leur parle. Ouais. Mais c'était des heures d'échecs de communication audiovisuelle pour moi. Parce que j'étais coincé, ça ne fonctionnait pas, le message ne passait pas, je ne comprenais pas pourquoi. L'authenticité est dure à mettre en place. Tu sais, on a chacun notre authenticité puis notre façon de faire les choses. La mettre en place quand on tombe en audiovisuel, c'est des fois un peu plus complexe. Tu sais, on n'a pas cette aise-là, tout le monde, d'être en vidéoconférence puis de dire hey, c'est le fun, j'ai facilité à communiquer avec ça, ces outils-là. Tu sais. C'est pas toujours facile, c'est quelque chose qui se développe, et il faut en faire le plus souvent possible. C'est comme jouer au hockey, finalement. Tu sais, je veux dire. Ben, c'est ça, jusqu'à temps que tu finisses par trouver ton style, ce qui fonctionne bien. Les gens cherchent la perfection. C'est drôle, il y a des fois, je fais des vidéos, je trouve, je dis, hey, c'est pourri, je devrais même pas mettre ça en ligne. Je les mets en ligne, c'est celles qui sont les plus visionnées. Oui. Donc, ta propre évaluation de toi-même, elle vaut rien. Hein. Exact. C'est vraiment. Puis ça, ce que moi j'aime, une chose que j'ai faite, à un moment donné, je donne une conférence. OK? Et après ça, on me rappelle pour faire l'évaluation, puis on me donne les bons commentaires, puis la personne qui ne veut pas me donner les mauvais commentaires. Elle dit, je ne veux pas que ça vous affecte. Mais j'ai dit, vous savez, madame, j'ai dit, dans toutes les conférences, 12% des gens vont m'haïr. Ouais. C'est une constante. 12% des gens vont m'haïr. Puis si tu veux vérifier, là, va sur Amazon, va dans le livre de Harry Potter, là, le premier de J.K. Rowling, là, tu vas te rendre compte que 12% l'ont trouvé mauvais. Mais un milliardaire aujourd'hui. Ouais. Donc, tu vois, donc j'ai dit, madame, ça, j'ai dit, ça ne me touche pas personnellement. Ce que les gens pensent de moi, autant positivement que négativement, ça ne m'intéresse pas. Je suis ce que je suis, je le transmets, c'est aux gens d'en faire ce qu'ils veulent. Oui, exactement. On a même une philosophie là-dessus. Moi, j'explique ça à ma blonde. Des fois, elle dit, comment tu fais? Puis j'ai dit, hey, chérie, ça m'importe un peu. Tu m'aimes pas, ça change rien. Moi, j'ai quelque chose à livrer, je le livre, puis c'est tout. Puis après ça, comment toi tu le perçois, ça t'appartient. Parce qu'à partir du moment où ça vient m'impacter, je viens de te donner le pouvoir, puis ça, tu ne l'auras pas de moi. Ah ouais, exactement, exactement. Tu sais, puis moi, puis le monde me demande, Denis, tu donnes des conférences, pourquoi tu n'es jamais stressé? Ben, j'ai dit que je désamorce tous les problèmes avant de partir. Tu sais, je te donne un exemple. La dernière que je suis allé donner, c'était à David-Louisville. C'est comment gérer la fatigue physique et mentale. Il y a 150 personnes. Moi, je sais, je pars à gauche, je m'en vais à droite, puis je raconte des histoires, puis je leur dis là, je vous avertis tout de suite. Je suis un très mauvais conférencier. Donc là, le monde part à rire. Le gars, il donne des conférences, il dit qu'il est mauvais conférencier parce que je pars à gauche, je m'en vais à droite. J'ai jamais l'air de savoir où je m'en vais, mais j'ai dit à la fin, là, je vais vous ramener ça comme un bel entonnoir, ça va être bien laser, là, puis vous allez tout comprendre. Et là, le monde part à rire. Mais moi, j'ai déjà désamorcé toutes les problématiques qui pouvaient se présenter. Ouais. Fait que, tu sais, t'apprends ça avec l'expérience. Écoute, je suis invité à Washington, voyons donc, consulat canadien à Washington. Je donne une présentation. OK? Il y a des colonels américains, il y a l'armée canadienne, l'armée américaine qui est là. Il y a un colonel, un haut gradé américain qui est là, qui est toujours en train de blaster tout le monde en avant. C'est à mon tour, j'embarque en avant. Et là, il s'essaye avec moi. Et là, je le regarde. J'ai dit, écoute, tu dis exactement la même affaire que je dis. Veux-tu venir faire la présentation en avant? Ça a été fini. Après ça, quand on a fini, il est sorti. Il est venu me serrer la main. Oh, il dit, je voulais pas te déranger, je voulais juste aider.
Ah, ben, je dis parfait, c'est excellent, merci. Mais si tu as ce tempérament-là, parce que je veux pas, c'est impressionnant, là, ça, du monde en costume militaire, puis nous autres, on est hot. Moi, Ouais. ça m'impressionne pas. Ouais. Moi, tu peux arriver en jeans, ça va m'impressionner plus que si tu arrives en limousine. C'est ça. Donc, je pense que ma personnalité m'a permis d'aller. Mais ça s'apprend. Ouais. Tu sais, tous les gens qui s'empêchent de faire des choses parce qu'ils ont peur des commentaires de gens qui sont moins qu'eux autres, qui sont moins bons qu'eux autres, qui sont. Ça, j'ai la misère de comprendre. Tu sais, Ouais. Puis, tu sais, ben, tu sais, toi, tu sais, parce que c'est quelque chose que je regarde pour faire mon développement humain en ligne. Puis, tu sais, c'est pas la peur qui m'empêche d'aller là, c'est plus la technique. Puis là, tu sais, je me dis, bon, ben là, je vais prendre du temps, puis je vais aller étudier, ça serait quoi ma meilleure technique, puis qu'est-ce que je peux utiliser comme outil, puis comment on va travailler ça. Mais je regarde ce que ben, tu vois, tu pars bien trop loin pour moi, hein? Ah ouais? Moi, c'est pas compliqué, là. Je vais prendre un petit carton comme ça, là. Est-ce qu'il y a des choses écrites dessus, là? Moi, dire c'est quoi les 10 points que je veux dire. Parfait. Vidéo numéro 1. Titre. Blablabla, 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 blablabla. Vidéo numéro 2. Blablabla, blablabla, blablabla. Vidéo numéro 3. Je mets le programme, je le vends. Je vais avoir les commentaires positifs et négatifs. À partir des commentaires négatifs, je vais aller corriger. Ouais. Mais si tu attends d'avoir la technique, la ci, la ça, la quoi, tu peux prendre ton téléphone cellulaire, puis faire ça avec, puis dire, OK, je m'enregistre, puis je dis quelque chose. C'est ça le monde d'aujourd'hui, là. Pourquoi les grosses compagnies médias sont en train de crever? Parce que toi et moi, aujourd'hui, on est live. Ce qui n'était pas accessible avant. Ça prenait du gros équipement. J'ai une caméra qui remonte à 2006 devant moi, qui m'a coûté 300$ à l'époque. J'ai un téléphone qui peut enregistrer n'importe quoi en haute définition, qui est la même chose, sinon mieux que la grosse caméra que le gars se promène des nouvelles. Ouais. OK? Ouais, puis tu sais, moi, je suis rendu avec un iPhone 14 avec Pro, là, tu sais, avec la caméra de luxe. J'ai après mon ordi ma caméra avec l'intelligence artificielle que je vais payer 300$. Parce que c'est rendu ça aujourd'hui. C'est ce que tu as payé dans le temps, tu payes le même prix, mais tu es rendu évolué. C'est de dire, ben, faut juste que j'y aille, puis que techniquement, Ben, c'est ça. Techniquement, genre, tu devrais même pas. La seule affaire que tu as besoin, c'est du son qui a de l'allure. Exact. Tu fais tes 10 points, tu fais tes 10 vidéos, tu offres ça gratuitement à du monde que tu connais, du monde que tu connais pas. Revenez-moi avec vos commentaires. Ouais. Après ça, tu le lances. C'est fait, la semaine prochaine, c'est fait. Bang. Ben, on pense trop, on overthink tout. Non, aujourd'hui, on est dans un monde de lean startup. Penses-tu que ma page anglophone est parfaite? C'est tout moi qui ai fait de A à Z. Non, elle ne l'est pas. Mais elle va vendre. Tu comprends? Je me suis pas badré. Il y a des fautes là-dedans, je le sais. Je m'en sac. Mon livre qui a vendu le plus, Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. OK? Il y en a qui m'envoyaient du. Puis à l'époque, tu n'avais pas les correcteurs. Fait que tu envoyais ça à un correcteur qui était un correcteur pas bon, ton livre revenait avec des fautes, tu pensais qu'il avait fait la job. C'était pas vrai. Je m'en fous, je le mets en ligne. Je recevais des emails, ton livre, il y a une faute là, ton livre, il y a une faute là, ton livre, il y a une faute là. Merci de m'avoir écrit, je vais le corriger. Je ne l'ai jamais corrigé. Ah, c'est ça. T'as-tu compris c'était quoi qui est entre les fautes? As-tu compris ce qui était écrit? C'est ça qui est important. Exactement. Fait que j'en ai rien à foutre de la perfection. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai une idée, comment je la mets en ligne, comment je la vends, go, je corrige au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, comme ça, là, à brûle pour point, là, je sais que tu ne peux pas me donner la donnée précise, mais tu coaches combien de monde par semaine en ligne? À peu près, tu vois plein de monde à tous les jours? Ou bien les gens sont dans ton programme? Avant, je limitais les inscriptions. Je faisais une série d'inscriptions par mois qui se limitait à 15 personnes. OK? C'était mon maximum. Maintenant, j'ai introduit l'intelligence artificielle pour accélérer mon rythme de travail, ce qui fait que l'intelligence artificielle me sauve des heures. Le programme est ouvert en tout temps. Ce qui fait que je vais rentrer par semaine environ une dizaine d'inscriptions. Ah, c'est cool. Là, ces gens-là sont avec ton programme pendant un certain temps. Là. Ils vont être 3 mois, 6 mois, 9 mois. OK. Ouais, regarde, juste cette semaine, c'était 5 nouvelles inscriptions. On n'a pas fini la semaine encore.
Ouais, c'est ça. Donc, ça roule, puis j'ai des anciens clients qui vont venir renouveler. Là, je te parle des nouvelles, je te parle pas des anciens clients qui vont renouveler. Parce que là, ils veulent juste avoir accès à la plateforme de formation parce qu'ils disent, Denis, je tripe tellement, j'aime vraiment ça, je veux continuer. Ben, tu sais, c'est des clients qui sont là, puis qui sont toujours présents parce que la plateforme est toujours en évolution. C'est pas quelque chose de statique. Donc, ils apprennent toujours quelque chose. Comme je disais à mes clients, perdre du poids, c'est le reflet de toutes les facettes de ta vie. Ce que tu apprends en perte de poids va t'aider dans toutes les facettes de ta vie. Absolument. Parce que tu Absolument. acquiers et tu maintiens des nouvelles habitudes de vie qui te conduisent au succès. Alors, quand tu as compris ça pour la perte de poids, tu l'as compris pour le monde des affaires, tu l'as compris pour ta vie professionnelle, tu l'as compris pour ta vie familiale. Ah, puis ta relation amoureuse, puis pour tout le reste. Oui, exactement. Oui, exact. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant. L'avenir de Denis Boucher, 60 ans bientôt. Quand est-ce qu'elle date, Denis? 28 avril. Ça s'en vient, Non, hein, mon... ça s'en vient. Hey, écoute, Bienvenue à mon club. yes sir. Mes objectifs, prendre le premier positionnement de la perte de poids dans la province de Québec. C'est très cool. Ma business anglophone. Écoute, bon, je te donne mon objectif, là, aller chercher 1 million de revenus par année d'ici les 2 prochaines années. Wow! Tu sais que j'aurais pu te challenger en perte de poids. Tu sais, j'aurais pu m'en aller là-dedans puis dire, je vais aller faire de la compétition à Denis. Puis, tu sais, les gens le savent là, que Jean Cobain a perdu bien du poids, puis je l'ai fait naturellement, tout ça. Puis c'est pas tant ça, c'est tout l'ensemble que je veux m'occuper des gens. C'est pas tant juste le comportement alimentaire, puis perdre du poids, puis des calories, les fameuses calories, tu sais, hein, parce qu'il y en a plein, là, c'est juste ça qu'ils vendent, là, du how many intake, how many outtake. Puis, moi, je mais pense tu sais que je t'aurais pas vu comme je t'aurais jamais vu comme un compétiteur, Jacques. Non. Parce que moi, je vends ma personnalité dans mon programme. Donc, les gens qui sont intéressés par moi et mes connaissances scientifiques viennent avec moi. Mais si mon langage ne leur plaît pas, ils seraient allés voir Jacques Aubin, qui a un langage différent, avec une approche différente, qui aurait été plus. Tu sais, tu comprends? Donc, moi, je vois pas personne comme compétiteur. C'est que moi, je vais faire ma business avec ma personnalité. Oui, puis, mais c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'au Québec, c'est ça qu'on voit souvent, c'est qu'on voit souvent la personne qui fait un business qui touche à peu près le même marché de clients comme un compétiteur au lieu des fois d'être un complément. Tu comprends? Puis c'est ça que les gens ils ont de la misère avec. Écoute, je vois ça dans le monde de la conférence. Là. Il y en a-tu des conférenciers au Québec? Hey, il y a plus de conférenciers que de monde dans les salles. Puis, c'est tellement vrai. C'est épouvantable. Il y a des conférenciers pour tout à cette heure. Là, il y a des conférenciers, écoute, pour de la business, pour ci, pour ça. Il y en a pour toutes sortes d'affaires. Il y a des conférenciers pour apprendre à devenir conférencier. Ben oui. C'est triste. Non, exact. Fait que est-ce que Jacques Cobain vaut de la compétition là-dedans? Non. Chacun a son sujet, chacun a son histoire, chacun raconte ses affaires comme il veut. Puis, mais il y en a qui voient ça comme, hey, là, ouais, si je donne une chance à, tu sais, mettons, hey, Jacques, je t'allais à telle place, il serait peut-être intéressé à un candidat comme toi. Puis toi, tu t'appelles l'autre, tu dis, hey, sais-tu quoi, tu pourrais être bon à cet endroit-là. Non, ils veulent pas faire ce genre de business-là. Les gens se ferment justement au partage des liens. L'affaire la plus dure à faire dans la business commerciale, quand on parle de conférence ou de formation en entreprise, c'est le contact pour rentrer. Oui. Tu vas passer des heures à trouver un contact. Des semaines, des fois, pour trouver un contact chez Hydro ou une autre entreprise. Quand tu l'as, fais-en profiter plus qu'un. Il existe ce contact-là. Partage-le. Le gars ne veut pas te voir en conférence la semaine prochaine. Tu en as donné une cette semaine. Jacques, je peux-tu te donner, je vais te partager mon truc extraordinaire. C'est que, tu sais, le monde n'aime pas se faire vendre. Sur LinkedIn, qui est le réseau professionnel, moi, il y a plein de gens qui m'écrivent « Hey, Denis, je pourrais améliorer ton site Internet. Hey, Denis, je pourrais faire ci pour toi. Hey, Denis, veux-tu que je fasse ça pour toi? » Ma réponse, c'est « Va chier, je te connais pas. » Exact. Tu comprends? Donc, moi, je te donne un exemple. J'écris des livres et j'écris des romans aussi. OK? Alors, moi, je vais aller sur LinkedIn. C'est ma prochaine question. Tu m'as parlé de ça vaguement l'autre jour. Mais on va continuer à dire ce que tu dis là, puis on va revenir au roman. Ce qui fait que moi, je ne ferai jamais chier personne à lui dire « Hey, je veux te vendre telle affaire. » Hey, regarde, je viens de monter telle vidéo de formation dans ton secteur particulier. Je t'envoie le lien. Regarde-le, peut-être que ça peut t'intéresser. Fait que moi, je sème des graines de même. Tic, 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 tic.
Ce qui fait qu'à un moment donné, il arrive un gars aux États-Unis qui va me dire, hey, Denis, pourrais-tu écrire un livre sur le hockey pour notre compagnie, notre maison d'édition? Il a écrit un livre sur le hockey de ma maison d'édition. Hey, Denis, je t'ai lu à quelque part. L'affaire que tu m'as envoyée, c'est pas mal bon. Penses-tu que tu pourras faire ça avec nous? J'écœure pas personne, mais je leur présente ce que je fais. Ouais. S'ils aiment, ils me donnent un suivi. S'ils n'aiment pas, mais tu comprends, je suis tout le temps comme ça. Moi, me faire dire non dans la vie, ça me dérange pas. Exact. Parce que ça peut être non aujourd'hui, puis l'année prochaine, il va dire, hey, Denis, j'ai besoin de toi. Effectivement. Donc, moi, je suis pas un vendeur. Je suis un communicateur qui va offrir des services aux. Hey, un contrat que j'ai eu à un moment donné, là, écoute, ça fait longtemps, c'est dans le domaine du sport, puis je le voulais, là, vraiment, là. Je m'en vais voir le gars, je dis, Denis, qu'est-ce qui te différencie des autres? Bon, je dis, je suis un putain de génie. Ça, c'est un. Puis le gars part à rire. Puis il dit, quelle garantie tu me donnes? De la meilleure qu'il n'y a pas. J'ai dit, si ça fonctionne, tu me payes. Si ça ne fonctionne pas, je ne te charge rien. J'avais tellement confiance en moi que c'était ça. Comment il peut dire non? À cette proposition-là. Il peut pas dire non, tu comprends? Mais moi, je le veux, le contrat. Puis même si je payais des peanuts, m'en servir pour me faire connaître. Puis dire, moi, j'ai été à cette place-là, puis il n'y en a pas un autre sur la planète qui est allé là. Ouais. Donc, le monde est là. Oh, mais à qui je peux vendre? Comment je peux vendre? Non, va servir les autres. Aide les autres. Transmets tes connaissances. Envoie-les à des personnes spécifiques dans ton domaine. Sur LinkedIn, ça se trouve, là. Ah, c'est facile à trouver maintenant, ça. C'est ça. Voilà. Parle-moi des romans maintenant. Ben, écrire, communiquer, c'est ma passion. J'aime beaucoup écrire. Là, tu vois, j'ai créé une série qui s'appelle Inspecteur paranormal, c'est de la fiction. Okay. Ça se passe au Québec. Fait que c'est commencé avec un premier livre qui s'est appelé Contact avec les morts, L'ombre du dernier souffle, Hallucination. Il y en a un, j'ai perdu. Le dernier, c'est L'animal. Puis là-dedans, c'est que dans le fond, le premier personnage sont une équipe. Le premier personnage meurt. Moi, je pensais arrêter ça là, mais ma blonde a tellement trippé sur le livre. Elle dit, pourquoi tu continues pas? Ben là, je dis, ouais. Et là, j'ai pris le personnage qui est resté, qui est devenu l'inspecteur paranormal, Luc Richard, qui est confronté à des affaires totalement paranormales, qui n'ont pas de sens, mais tout se déroule à Québec, dans la ville de Québec. Fait que ça, c'est mon trip de me créer des histoires puis d'écrire pour, hey, je trippe. Et j'ai pas d'attente, tu comprends? Moi, là, c'est pas compliqué, là. J'écris, je corrige, j'envoie ça à mon graphiste, il me met ça en ligne sur Amazon, c'est parti en vente. Je ne vais pas voir de maison d'édition. Je te jure, Jacques, je ne suis pas l'un des meilleurs vendeurs au Québec, mais je fais plus d'argent que 90% des auteurs au Québec. Fascinant. Je vends à tous les mois pour des centaines de dollars de livres qui sont sur Amazon. Là, les gens les achètent en papier ou ils les achètent en... Ils les achètent en papier, version papier, version électronique. Kindle, whatever, OK. C'est ça. Donc, moi, j'étais un des premiers, encore une fois, à Québec. Au lieu de dire, je vais faire voler mes droits d'auteur par une maison d'édition qui veut mes droits d'auteur, je garde mes droits d'auteur, j'investis dans mon talent. Ça va me coûter 1000 $ produire un livre, à part mon temps. Je le mets en ligne et je le vends. C'est incroyable. On a le monde à portée de la main. Je comprends pas les gens qui gênent, qui braillent. Puis c'est facile, mais les gens veulent pas se grouiller le cul. Non, c'est ça, exactement. Il y a encore une paresse intellectuelle à aller fouiller, puis à essayer de se dépanner, puis se trouver des moyens de s'élever un petit peu, là. Ouais, il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Ouais. Fait que tu as combien d'inspecteurs paranormaux, là? Ben là, j'ai commencé mon 6e. J'ai 5 romans de l'inspecteur paranormal. Puis là, je n'ai écrit d'autres. Là. J'ai écrit des petits livrets, là, Les secrets de l'incompétence enfin dévoilés. Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie, qui a été un best-seller aussi. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre, donc? Ben, Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps, qui était aussi un autre best-seller. Un sur la performance sportive. En tout cas, il y en a plein, là. Tu vas sur Denis Boucher, auteur.com, sont tous là. OK.
Sur Amazon, ben là, tu peux commander Ah, un livre, tu peux commander ton ah livre ouais, ben, papier. tu peux aller sur Eux Amazon, autres, ils cherche. l'impriment. Ah ouais, hey, c'est tellement beau. C'est du print on demand. OK? Donc, Niaise. d'impression sur demande. Ben oui. Moi, j'envoie le livre. Moi, j'envoie le livre. On le télécharge sur la plateforme d'Amazon. OK? Mon graphiste, il fait ça. Je mets un prix dessus. Ping. 24 heures plus tard, il est en vente. Quand il y a une commande papier, Amazon fait l'impression et la livraison. Il se garde, il se garde 30%. Hein? Ça doit coûter un bras et produire un livre à la fois. Ben non, les technologies sont incroyables maintenant. C'est vrai qu'il n'y a plus de plaques puis de Il n'y a plus de négatifs. plaques. Non, 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 non. Écoute, donc, ils gardent 30%. Moi, j'ai 70% du prix de vente. Là. Wow. Tu publies chez un éditeur, il t'en reste 8 ou 10. Ouais, ça, c'est quand il t'en reste 8 ou 10. C'est quand t'en restes 8 ou 10. Tu comprends? On a un monde. Le monde veut passer par de vieilles façons de fonctionner qui n'existent plus aujourd'hui. Ils ne veulent pas rentrer dans le nouveau monde. Puis, il y a un potentiel incroyable. Puis il y a une efficacité incroyable aussi. Parce que, Ben tu sais, oui. on parle juste de cette technologie-là qui est ce qu'on appelait avant du direct-to-plate, là, qui est maintenant directement sur le papier. C'est impressionnant là, que tu peux se dire, hey, moi, je me commande un livre en ligne, puis il n'y en a pas 150 sur la tablette. Là. Ils vont l'imprimer avec 150 autres titres en même temps. Ils vont sortir ça de la presse, puis ils vont mettre ça sur la coupeuse, puis assembler. Merci, bonsoir. Hey, juste te dire comment le monde ne connaît pas ça. Je reçois un email à un moment donné. Monsieur Boucher, je ne comprends pas qu'un homme comme vous ne mette pas ses livres dans les librairies québécoises. Bon, ma première pensée a été va chier, mange la marde, mais j'ai répondu poliment. Écoute, tu connais pas le marché. Parce que moi, là, le libraire va m'en commander un. Ça veut dire que moi, je ne peux pas y charger des frais d'expédition. Je vais y envoyer un livre sur lequel il faut que je donne 50% d'escompte. Sur mon 50% d'escompte, il va y avoir les 10 piastres que je vais enlever sur les frais d'expédition. Puis s'il ne le vend pas, il va vouloir me le retourner. Fuck les librairies. Non, effectivement. Amazon, tu ne peux pas compétitionner Amazon. C'est comme ça qu'ils ont parti Amazon avec les auteurs, les livres. Tu sais, c'est tout ça, c'est pas compliqué. Le monde voit ça. Ah, c'est dur. Ah, c'est top. Hey, mets 3 heures. Au lieu d'écouter tes films cave le soir, tes émissions débiles, là, prends 3 heures. Là, va juste analyser comment ça fonctionne. Ouais. Une semaine plus tard, tu vas le comprendre puis tu vas être capable de l'utiliser. Non, puis tu sais, les gens pensent qu'écrire un livre, c'est 480 pages là, avec du 12 points. Tu peux faire des petits essais. Des petits essais que les gens vont aimer sur toutes sortes de petits sujets de fun, un petit 80 pages, puis les gens vont les acheter. Là. Mon livre, voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Là. C'est un petit 5 par 6. Là. C'est 50 pages de belles insultes. Là. Tu sais, c'est pas plus gros que ça. Là. C'est-tu celui-là que t'en as un qui t'avait écrit des bêtises cul par-dessus tête à un moment donné? Il t'avait comme blasté énormément, même sur les réseaux sociaux, et il t'avait poursuivi. Non. T'en as pas un qui t'avait comme intenté des poursuites ou envoyé une mise en demeure pour si t'as senti vexé par tes propos? Oh, non, j'ai pas reçu de poursuite. Il y a plein de monde qui se sentent vexés par mes propos. Ben, hey, maintenant, sais-tu ce que je fais? Mettons que je lance un podcast, puis je vais l'enregistrer, puis je sais très bien que je vais dire des choses épouvantables. En commençant le podcast, ça va être ce podcast comporte un langage vulgaire, insolent, qui va offenser plein de personnes. Si t'es trop con pour l'écouter, viens pas te plaindre après. C'est ça. Tu comprends? Tout est désamorcé, là. Tu sais, on est dans un monde de woke, là. Le monde pense que c'est un droit de ne pas se sentir offusqué. Hey, c'est pas un droit, c'est un état, là. Tu sais, si tu veux pas te sentir offusqué par moi, écoute-moi pas. OK? Mais viens pas te plaindre si je t'offusque. J'ai le droit de dire les choses comme je les pense. Ouais, on est dans une société qui marche à l'envers aujourd'hui. Hein? T'es rendu que tu n'as plus le droit de dire ce que tu penses. Il faut que tu dises comme tout le monde. Faut que tu répètes les mêmes mots que tous les autres perroquets. Faut que tu aies les mêmes pensées que tous les autres ont le pensée. Mais tu peux pas sortir un peu du cadre puis être ce qu'on est vraiment puis dire les choses comme on le sent. Tu sais. Moi, je l'ai pris, ce droit-là. Ouais. Je l'ai carrément pris. Mais tu comprends que j'attaque pas des gens personnellement, là.
J'attaque un contexte. Je dirais pas, hey, Claude, c'était un gros obèse, un imbécile et tout ça, là. Non, tu sais, c'est pas ça l'histoire, là. L'histoire, c'est de caricaturer les comportements humains pour faire comprendre qu'on peut les modifier, qu'on doit aller de l'avant, qu'on peut changer. C'est ça la vraie histoire. Dernière question, Denis. Ouais. La retraite, c'est quelque chose qui t'appelle? Ah, jamais. Écoute, c'est pas dans. Ah, oublie ça. Hein. Écoute, tu me priverais tellement de plaisir dans la vie. Ah, je vois pas comment je ferais. C'est quand même parce qu'on est à la même place là-dessus. Ah ouais, toi aussi, toi? Ça fait même pas partie de ma conscience de penser à me retirer. C'est quoi cette histoire-là de liberté 55, liberté 60, liberté 65? Liberté, là, c'est de pouvoir continuer à exprimer ce qu'on veut et à faire ce qu'on veut. C'est pas ça la liberté? Hey, exactement. Puis écoute, la longévité au Japon, là, qui vivent 100 ans, là, retraite n'est même pas dans leur vocabulaire. Hein. Ben non, c'est nous autres les inventeurs de ça, là. C'est pour mettre du monde dans le corps dans les cimetières. Là. Puis Jacques, écoute, bon, ben, tu sais, vu que tu me fais parler de moi, puis je me suis vanté pendant 1 heure et quelques, là, je suis d'une forme exceptionnelle, OK? Je suis un gars, je suis découpé musculairement parce que je m'entraîne bien intelligemment avec une bonne alimentation, OK? On me voit les abdominaux à 60 ans. Fait que je suis en forme. Je me sens comme un gars de 20 ans. Donc, j'arrêterai pas. Là, tu vois, tu vas être en compétition avec moi. Moi, je dis au monde, j'ai 25 ans le matin puis 35 quand je me couche le soir. Un plus l'autre, ça fait mon vrai chiffre, mais c'est pas de même que je me sens. Je me sens comme un jeune en forme. Tu sais, le matin, moi, 4h30, je suis debout. 5 heures, je suis au gym, je suis sur le plateau pendant 1 heure et demie, dépendamment de ce que je veux faire ce matin-là. Puis, je mets de la course là-dedans dans mes journées, je mets de la rando, je mets d'autres affaires. J'aime ça être actif. J'aime ça être actif aussi avec les gens dans notre travail, dans ce qu'on fait avec les gens, nos interventions, que ce soit des conférences, que ce soit... Puis, c'est le fun de faire ce qu'on fait. Je veux dire, moi, j'ai du fun à faire ça. Là. Il y a du monde qui dit qu'on travaille. Moi, je travaille pas. Comme toi. Non. Hey, Jacques, il faut que je fasse un correctif, par contre, pour mes clients, pour pas qu'ils s'inquiètent, parce que je leur dis que le corps n'a pas d'importance. Tu sais, je viens de vous parler de mon corps magnifique, là, mais c'est pas la chose la plus importante dans ma vie, là. Tu comprends? C'était juste pour non, mais un portrait général de la chose. Non, puis t'as raison. Puis, tu sais, c'est vrai que le corps, c'est pas... Tu sais, moi, j'aime les choses authentiques. Puis ce que tu viens de dire, c'est authentique dans le sens où c'est correct de le dire que le tien, il est sharp, puis t'en as pris soin. Tu sais, moi, je suis content d'être capable de dire aujourd'hui, mais le mien, il est sharp, j'en ai pris soin. J'aurais aimé ça que ça soit toute ma vie, mais j'aurais rien à raconter, tu sais. C'est le passage que j'ai fait qui m'a rendu qui je suis aujourd'hui, puis qui me permet de t'interviewer. Je trouve ça tellement cool que tu m'aies donné ce privilège-là de te poser plein de questions qui font qu'on te connaît un petit peu mieux, Denis. Hey, c'est la première fois que je parle autant de moi. Non, mais ça fait du bien parce que je trouve que on te voit dans plein de médias, on te voit dans plein de trucs que tu fais. D'ailleurs, je pense qu'on va collaborer à nouveau ensemble, probablement avec Isabelle. On a quelque chose qui s'en vient. Honnêtement, je trouve ça cool que les gens voient un autre point de vue de Denis Boucher, qui ne voit pas juste celui qu'on voit au naturel dans son milieu de travail, dans ses interventions, mais qu'on connaisse l'historique de ce gars-là. Comment il est qui, lui, pour se permettre de parler comme il parle aujourd'hui? Puis il est basé sur quoi? Je veux dire, c'est un scientifique, mon homme. C'est un scientifique. À la base, oui, vraiment. Oui. Là, je suis orienté là-dessus. Exactement. Vraiment. Ce qui est le fun, tu sais quoi? Ce qui est fascinant avec la science au niveau des capacités humaines ou on comprend de mieux en mieux, de plus en plus de trucs par rapport à toute l'équation puis du corps humain, comment il fonctionne. On en sait de plus en plus. Je veux dire, il y a des nouvelles sciences qui sortent. Puis là, il faut juste être assez intelligent pour être curieux puis voir ça a-tu du sens, ça a-tu pas de sens, puis continuer à fouiller, tu sais. C'est un peu un de mes mon cheval de bataille aussi parce que il y a des gens qui disent hey, la recherche scientifique dit que OK, as-tu lu la recherche scientifique? Es-tu formé pour lire la recherche scientifique? Es-tu formé pour la comprendre? Dans 99,9% des cas, c'est non. Exactement. Ça, c'est la grosse problématique. Sur 14 candidats, tu sais, c'est-tu 14 000 personnes qui ont été testées ou 14? C'est-tu Dr Ballard qui travaille pour les compagnies de sucre qui l'a fait puis dit hey, le sucre, c'est bon pour la santé, tu sais?
On se suit là-dessus, tu sais, faut que tu comprennes que tu lis, puis qui a financé le programme en arrière de tout ça, là, tu sais. Oui. Mais c'est fascinant de voir que ça change, qu'on comprend de plus en plus, même au niveau intestinal, au niveau de l'estomac, les glandes au niveau de la gorge, le liquide digestif qui sort de notre salive. Tu sais, je veux dire, il y a plein de trucs qu'on comprend de mieux en mieux parce que les gens ils étaient pas au courant de ça autrefois. Là, maintenant, ça commence à être su et connu. Tu sais. C'est fun, ça. Trippant. Vraiment trippant. Ouais. Je pense que c'est ça que, tu sais, moi, en finissant, mon objectif à moi, c'est de faire de l'éducation, justement. C'est d'aider les gens à s'éduquer et à comprendre un peu plus là, l'importance de leur santé. Je pense que tu fais le même travail d'une façon différente, mais on a pas mal la même alignement. Ouais, je suis plus niché, moi. Ben, pas plus niché par rapport à toi nécessairement, mais mon approche est très nichée. Là, je m'adresse à des gens qui sont prêts à se faire botter le derrière un petit peu et disent OK, c'est le temps que je me prenne en main. C'est vraiment là. Parce que j'ai pas. L'approche générale que j'avais dans mes premières business est une approche qui te conduit à faillite. Ouais. Si tu veux réussir dans le monde moderne, il faut que tu aies une approche très nichée. Savoir que tu t'orientes vraiment dans une direction et tu tapes toujours sur le même clou. Moi, je le dis, ça fait 30 ans que je suis un perroquet. Je parle de métabolisme, je parle dans le fond, ce que je répète tout le temps aux gens, c'est pas de privation de nourriture, pas d'entraînement de haute intensité, puis aucune poudre de perlimpinpin. C'est toujours mon langage qui roule là-dedans, mais je le répète de différentes manières parce que les gens comprennent d'une manière différente. Mais je suis un perroquet, puis c'est ça notre job pareil, de répéter les choses que les gens vont finir par saisir. Oui, puis quand tu dis nicher, c'est important aussi de dire aux gens que si tu es pour venir t'inscrire à mes affaires, que tu vas perdre ton temps, viens pas. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Le temps que j'ai, là, je veux m'en servir pour aider quelqu'un qui veut vraiment. Ben oui, carrément. Là, tu peux être clair avec ça aussi. Puis c'est aussi une histoire de réputation. Une réputation, c'est long à construire. Puis si tu embarques quelqu'un dans ton programme que tu sais pertinemment qu'il va échouer et il parle de toi négativement, ben ça vient détruire ta réputation. J'aime mieux dire à quelqu'un, embarque pas dans mon programme, je veux rien savoir de toi. Aussi, tu vas me taper ses nerfs. Ben c'est réglé, tu as réglé le problème. Exactement. Va voir quelqu'un d'autre. Va voir quelqu'un d'autre qui va t'écouter te plaindre, là, puis qui va être dans ta petite contemplation, dans ton écoute de broyage, mais aligne-toi ou aligne-toi pas. Tu veux-tu vraiment réussir ton projet? C'est tellement ciblé dans mon programme là, que quand il rentre dans le guide des étapes à suivre, il y a une formation qui dit écoutez, je ne suis pas un psychologue. Si vous voulez venir vous plaindre, chialer, parler de vos émotions, moi, je fais de la perte de poids et de l'entraînement. C'est pas ma job. Si vous avez des problèmes émotionnels ou psychologiques, allez voir un psychologue. Lui, c'est sa job. Fait que j'ai réglé plein de problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui embarquaient dans le programme. Puis, ben là, Denis, j'aimerais ça te parler. Parce que tu vois, hier, j'ai fait un petit pet. Puis, ça m'a affecté beaucoup émotionnellement. Puis là, ça m'a amené à manger beaucoup de chocolat. Comment pourrais-je régler le problème? Hey, fuck, là, tu me feras pas chier avec tes conneries. Mais j'en avais plein. Puis à un moment donné, à cause de ça, j'avais pensé fermer mon programme. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, Denis, c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est que tu acceptes de parler avec des gens de leurs problèmes, que c'est pas ta responsabilité. Ouais. Quand j'ai réglé ça, tous mes problèmes sont disparus. Exactement. Tu as comme cleané à la surface, puis là, c'est de ça et de ça qui est question quand vous faites affaire avec moi. That's it. C'est ça, exactement. Ouais. Je veux pas savoir si c'était dans tes hormones, si c'est dans tes MTS, je veux pas savoir ça. Exactement. Hey, c'est vraiment cool, Denis. Merci beaucoup de m'accorder cette entrevue-là. Je trouve ça le fun. Puis ce qui est fascinant avec cette façon de faire-là, c'est que tu vas être obligé de te publier toi-même avec ce podcast-là. Oui, en plus, je vais aller faire le montage à soir, ça va être en ligne demain. Non, mais je te dis, là, par exemple, c'est la première fois que je parle autant de moi. Là. C'est de ta faute, ça. Là. Que tu l'aies fait parce que les gens vont te connaître mieux, mon Denis. Je trouve ça vraiment merci, cool. Ça me fait plaisir. Puis écoute, c'est certain qu'on se revoit dans le futur sur d'autres projets. Puis, bien content de t'avoir vu en entrevue. Merci à toi, Jacques. Salut. Salut à toi. Salut.